Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Twitch d'Audencia TV. Donc je m'appelle Hugo Calment, je suis étudiant au master spécialisé stratégie marketing à l'ère digitale à Audencia et je suis avec Tom. Bonjour à tous, alors moi c'est Tom Cristofini, je suis aussi à Audencia, au master spécialisé MOS, Management des organisations sportives, et qui a pour but de former les futurs managers responsables de l'univers du sport de demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Benoît Régent. On va parler de sport ce soir, d'objets connectés. Donc il va y avoir une petite partie de présentation de 30 minutes par Benoît Régent, puis une partie d'interaction, un temps d'échange donc avec vous, pendant à peu près 30 minutes. Donc Benoît, je crois que tu es diplômé d'Audencia de la promo 93, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es sorti de l'école? Alors effectivement, on va parler de sport. Je vais déjà essayer de partager mon écran avec vous. Voilà. Vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? Oui, nous on le voit et en live, Super. c'est OK. C'est Donc, super. on rappelle aussi à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conférence. On y répondra avec plaisir sur l'instant ou alors on se les gardera pour les petites 30 minutes d'interaction à la fin. Effectivement, comme tu le disais, Hugo, quand je suis sorti début des années 90 d'Audencia, mon ambition, c'était de travailler dans la communication et les médias. Et j'ai rejoint donc un groupe qui s'appelle Dentsu, qui est dans le top 5 des agences mondiales de communication. Mais en fait, les choses ne se sont pas du tout passées comme c'était prévu. À l'origine, je voulais bosser dans des médias audiovisuels, la presse, la radio, la télévision, sauf que très rapidement, dans les années 90, eh bien, Internet est arrivé, et puis encore quelques années après, le smartphone est arrivé, et puis après le lancement de l'iPhone, on a vu arriver les premières applications, et puis encore quelques années après, sont arrivés les objets connectés, et finalement aujourd'hui, quand on voit la manière dont une marque rentre en relation avec ses différents clients, eh bien, on se rend compte que la technologie est partout. Aujourd'hui, on est dans un monde piloté par des robots, par des logiques d'intelligence artificielle. Donc cette technologie, elle est véritablement partout dans le marketing, dans la communication, et le sport finalement, ne fait pas exception. C'est exactement la même logique qui va piloter l'industrie du sport que les autres logiques. Donc en fait, bien sûr qu'on va parler de sport ce soir, mais ce qu'on va voir en fait ensemble, c'est surtout une histoire collective d'un fantasme humain qui est celui de la quête de la perfection. Est-ce que finalement la technologie peut nous aider à devenir presque des surhommes, des hommes parfaits? Et c'est vrai que la logique du sport est particulièrement intéressante. Donc il faut être prêt par rapport à ces logiques technologiques, et mon travail, du coup, chez Dentsu, consiste à accompagner des clients pour qu'ils intègrent dans leurs propositions d'offres et de services ces nouvelles technologies. Et quand on parle de nouvelles technologies, comme je vous le disais, l'Internet des objets est particulièrement intéressant parce qu'il redéfinit complètement la relation qu'une marque peut avoir avec ses clients à travers un lien continu. L'Internet des objets, aujourd'hui, c'est un succès indiscutable. Chaque seconde sur la planète, on a plusieurs centaines d'objets qui sont connectés. On estime qu'à l'horizon 2025, on aura plus de 75 milliards de dispositifs qui seront connectés en ligne. Mais là encore, ça ne s'est pas passé comme on l'anticipait en fait dans les années 2014-2015. On pensait que tout le monde irait acheter des petits fitness trackers, des bracelets connectés. En fait, l'Internet des objets aujourd'hui, bien sûr, est arrivé sur ces objets portables, mais aussi beaucoup d'un point de vue industriel. Il n'y a pas une usine aujourd'hui qui n'est pas connectée pour, par exemple, anticiper des pannes ou mesurer en temps réel les logiques de connexion. Donc un objet connecté, c'est quoi? Eh bien, un objet connecté, c'est avant tout un objet qui va exister pour son usage. Et pourquoi est-ce que l'Internet des objets a si bien fonctionné? C'est parce que ça va répondre à 3 logiques. Premièrement, c'est des objets qui fonctionnent en temps réel, donc ils vont nous permettre d'optimiser notre temps dans une société où on court quand même après le temps. C'est des objets qui vont nous permettre de nous comparer à des normes, à des logiques. Aujourd'hui, ça nous rassure de pouvoir nous comparer à quelque chose, même quand vous regardez la météo à la télévision, on va vous dire on est au-dessus ou en dessous des normes saisonnières. Donc, est-ce que je suis dans la norme? Et puis, c'est aussi une relation donnant-donnant entre l'entreprise et le consommateur sur la donnée. À partir du moment où j'accepte de partager ma donnée, qu'est-ce que j'y gagne?
Alors on a commencé, on va revenir dessus plutôt sur l'humain, on est en train aujourd'hui de créer une norme autour de l'objet connecté. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand je suis allé acheter un ordinateur à la Fnac, on m'a demandé si je voulais un ordinateur qui était équipé du Wi-Fi. Ça vous semblerait complètement stupide aujourd'hui d'acheter un ordinateur qui n'a pas le Wi-Fi. Bah, c'est la même chose avec un lave-linge. Aujourd'hui, on va vous demander si vous voulez un lave-linge connecté. C'est plutôt dans le haut de gamme, vous n'y voyez pas forcément d'intérêt. Très rapidement, tous les objets, même des objets comme des stylos, par exemple, demain seront potentiellement connectés. Et en fait, tout cet écosystème de l'Internet des objets intègre énormément d'acteurs. Vous avez des gens qui font de la promotion, des gens qui vont fabriquer les puces, des gens qui vont intégrer ces puces dans l'objet. Ensuite, vous allez avoir besoin de réseaux pour véhiculer toute cette donnée. Des gens qui ensuite vont aller l'analyser. Et très important, une logique de visualisation à travers l'application qui vous permet de faire l'interface avec l'objet, mais surtout l'analyse. Quand j'ai eu mon premier fitness tracker, par exemple, on monitorait mon sommeil, on me disait que la nuit passée, j'avais pas bougé pendant 90% du temps. Mais ça ne me sert à rien, cette information. En quoi cette information va pouvoir améliorer ma vie? C'est ça qui est intéressant. Donc on a un vrai écosystème intéressant aujourd'hui en France autour de l'Internet des objets, dans la French Tech. Il y a plus de 500 startups importantes qui travaillent, comme je vous le disais, avant tout dans des logiques industrielles, de logistique. Même l'agriculture aujourd'hui est connectée. Mais la santé est un gros secteur et vous allez voir que la frontière entre la santé et le sport est finalement assez ténue. Comment ça marche, un objet connecté? Bah, il va falloir utiliser des technologies courte portée, un peu comme quand vous validez votre passe dans les transports. Soit vous pouvez connecter avec du Bluetooth un objet, c'est comme ça que vous connectez par exemple votre casque connecté, ou des objets un petit peu plus lourds au Wi-Fi chez vous. Mais quand vous regardez un véhicule par exemple, une voiture connectée, elle se connecte ni au Bluetooth ni au Wi-Fi, elle va utiliser des réseaux cellulaires exactement comme votre smartphone. Il y a un autre type de connexion qui est la connexion mesh, mais qui est plutôt liée à des logiques domestiques. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces réseaux radio, on a la 5G qui est en train d'arriver en France, la 5G qui va véritablement accélérer toute notre vie connectée. Tout est intégré dans la 5G pour faciliter une connexion à un nombre d'objets beaucoup plus important. Et vous voyez que finalement, on commençait au départ à se dire, ben, un objet connecté, ça va mesurer de la performance humaine, des données humaines. Finalement, aujourd'hui, on voit qu'avec la 5G, on va vers un monde où tout est connecté et où les machines vont pouvoir parler entre elles sans même qu'il y ait d'intervention humaine au milieu dans la chaîne. Donc on a vraiment… Et Benoît, si je peux me permettre, sur la 5G, justement, Ouais. est-ce que vous avez des exemples sur ces interactions justement entre objets? Parce que on comprend à peu près que maintenant, en fait, le but, c'est les objets sont connectés entre eux et communiquent entre eux. Oui. Est-ce que justement, vous avez des exemples de qu'est-ce que la 5G va pouvoir permettre, justement, en prenant un exemple vraiment que tout le monde puisse comprendre ces interactions-là? Alors, c'est un peu ce que montre cette petite slide. Je suis désolé, il y a beaucoup d'informations dessus, mais je vous donne un exemple précis sur la voiture, par exemple. Grâce à la 5G, on pourra imaginer dans le futur que tous les feux de signalisation vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'un feu de signalisation, aujourd'hui, je laisse mon tour. On voit d'ailleurs pas mal de vélos aujourd'hui qui grillent les feux rouges. Ils regardent s'il y a quelqu'un et puis s'il n'y a personne, ils passent. Bon, bah, imaginez finalement que tous les véhicules vont pouvoir être connectés entre eux. Si les voitures sont capables de parler aux voitures, c'est très simple de savoir si j'ai une voiture qui va arriver à un croisement. Si j'ai pas de voiture, bah, mon véhicule autonome va pouvoir décider de passer. S'il y a un autre véhicule qui arrive en face, bah, peut-être que l'un des véhicules va devoir ralentir pour laisser passer un autre véhicule. Mais pourquoi s'arrêter? Ça ne sert à rien. Si chaque véhicule est capable de parler avec un autre, eh bien, c'est lui qui va donner la permission à l'autre de passer, vous voyez, sans aucune intervention humaine. Et de la même manière, par exemple, dans une usine, on peut imaginer qu'on peut accélérer, ralentir des cadences en fonction de certains types de logiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément un objet connecté à de la mesure humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ça a commencé comme ça. C'est hyper important par rapport à l'univers du sport. Parce qu'en fait, la première fois qu'on a connecté un objet à Internet, c'était dans les années 90. Ensuite, dans les années 2010, on a commencé à parler de quantified self.
comment est-ce que grâce à ces bracelets connectés, j'allais pouvoir mesurer mon nombre de calories, mon nombre de pas. Ça a commencé aux États-Unis. C'est une nation qui est assez obsédée par des logiques de fitness et pour eux, c'est un vrai fantasme de pouvoir finalement maigrir, faire du fitness, avoir une vie plus saine grâce à ces objets connectés. Et en fait, tous ces objets portables, qu'on appelle donc des wearables, puisqu'on les porte sur nous, ont vraiment explosé grâce à la montre. Vous voyez, jusqu'en 2019, la montre connectée par rapport à d'autres types d'objets était vraiment l'objet le plus important en termes de vente. 2020, les choses ont un peu changé parce que la pandémie aidant avec les confinements, tout le monde s'est rué pour aller acheter des casques connectés pour les logiques de visioconférence. Donc vous voyez ce casque connecté qui a challengé la montre, mais la montre, c'est un véritable pari d'Apple. Peut-être que vous avez vu cette publicité en vidéo d'Apple qui dit « Ah oui, au fait, elle donne l'heure ». Mais elle fait tellement d'autres choses. Elle vous accompagne notamment effectivement sur des logiques sportives pour vous accompagner dans une logique de vie beaucoup plus saine. Très compliqué au départ parce que ça coûtait quand même cher une Apple Watch. Aujourd'hui, ils ont plus de 100 millions de porteurs et une part de marché dans l'Internet des objets qui démontre qu'ils ont vraiment réussi leur pari. Le futur, c'est la miniaturisation de tous ces objets et la prochaine grande étape dans l'Internet des objets, c'est les lunettes de réalité augmentée. Un vrai combat de géants. Après le smartphone et l'Internet des objets, c'est le fait de laisser son portable dans la poche finalement pour avoir l'information directement en surimpression sur le monde qui vous entoure. Combat de géants parce que dès cette année, on devrait avoir Facebook qui va essayer de griller la politesse à Apple sur le sujet. Vous avez même Google qui a acheté une société qui projette de l'information directement sur votre rétine. Donc, c'est même pas sur les verres des lunettes. Donc, vous imaginez en termes de technologie à quel point il faut pouvoir miniaturiser tout ça. Mais chez Apple, on estime que les premières lunettes connectées de réalité augmentée vont sortir vers 2022-2023. Et la santé, comme je vous le disais, c'est un enjeu hyper important pour ces acteurs. Regardez par exemple pour Amazon ce que ça veut dire. Amazon Care vous permet aujourd'hui de dialoguer avec une infirmière pour faire un pré-diagnostic si vous avez un problème de santé. Ça s'appelle Health Navigator. Ensuite, dans Amazon Care, on va vous donner l'accès au médecin qui, lui, va être capable de vous faire une prescription. Ensuite, vous allez avoir un logiciel qui va retranscrire tout ce que vous avez échangé avec le médecin, stocké dans un cloud de chez Amazon. Et ensuite, Amazon va pouvoir vous livrer les médicaments. Votre enceinte connectée Amazon étant en charge de vous rappeler de ne pas oublier de prendre votre médicament à l'heure qu'il faut. C'est un enjeu colossal pour le futur. Apple a déjà sauvé des vies puisque vous avez des électrocardiogrammes qui sont embarqués dans les Apple Watch. Donc, tous ces géants sont en train de se battre sur la logique de la santé pour demain. Et quand vous allez au CES de Las Vegas, qui est donc le salon des grandes innovations technologiques, on a toujours vu énormément d'objets connectés autour de la santé ou du sport. Toujours avec cette frontière un peu ténue entre les deux, quand on vous parle de bien-être, par exemple, il y a 2 ans, la grande mode, c'était des objets pour mieux dormir. Par exemple. On a vu cette année beaucoup de Covid Tech, mais aussi des cabines, par exemple, qui vous permettent de consulter un médecin à distance pour respecter des logiques de distanciation sociale. Et même des choses qui ne sont pas forcément permises en Europe. Le fait, par exemple, de pouvoir tester votre ADN pour pouvoir avoir une nourriture adéquate, par exemple, avec votre composition physiologique, etc. Et des objets du coup connectés autour du sport, ils vont se présenter essentiellement autour de 3 logiques. Soit des capteurs très spécifiques que vous allez positionner soit sur une partie de votre corps, soit sur une partie du matériel sportif que vous allez utiliser, soit des combinaisons totales, intégrales, qui vont être capables d'aller mesurer tout un tas de paramètres physiologiques, soit finalement des logiques très très distancielles de coach virtuel ou de simulation sportive. On va voir notamment qu'avec le confinement, ça a véritablement explosé. Donc, quand vous regardez ces logiques, tous les sports sont connectés. Aujourd'hui, vous allez trouver au CES des pédales de vélo qui vont être capables de mesurer le nombre de cycles que vous faites, des combinaisons qui vont être capables de mesurer votre rythme cardiaque, des semelles connectées. Même si vous allez courir le dimanche matin, si vous aimez courir en musique, eh bien, grâce au casque, on va être capable non seulement de vous envoyer des stimulations sportives, mais de mesurer également vos accélérations, votre géolocalisation, votre rythme cardiaque, etc. Donc des objets, il y en a quand même énormément. Et
ils servent à quoi? Ils servent à nous améliorer. Si vous regardez finalement la devise des Jeux olympiques, quand je vous parlais d'un fantasme d'amélioration de la performance collective, plus vite, plus haut, plus fort, ma performance en tant qu'individu, elle m'intéresse d'un point de vue relatif, c'est ce que je vous disais. L'objet connecté me permet de me comparer à d'autres personnes. Si vous êtes nantais, que vous allez courir le dimanche matin au bord de l'Erdre, peut-être que vous aurez envie de comparer votre temps, votre résistance, l'énergie que vous avez dépensée pour faire un certain nombre de kilomètres à d'autres personnes qui courent en même temps que vous, pour voir justement, comme je vous le disais par rapport à la météo, est-ce que je suis au-dessus, en dessous des normes saisonnières? Est-ce que je suis bon ou pas bon, finalement, dans ma performance? Donc, il y a toutes ces logiques de temps, de résistance, mais au-delà de ça, prévenir des risques de blessures, des douleurs, être plus efficace dans tout un tas de choses, c'est la quête du geste ultime. Si je veux pouvoir améliorer quelque chose, si je veux pouvoir améliorer un phénomène, il faut que je comprenne ce phénomène. Et comprendre ce phénomène, ça implique avoir des données, être capable d'analyser ces données pour voir comment vous, individuellement, vous allez vous positionner face à tout ça. Et c'est, quand on parle de sport, pas uniquement lors du moment sportif, ça peut être est-ce que je dors bien, comme je vous le disais par exemple, mais aussi des logiques de nutrition. Et puis, il y a une autre chose dans le sport qui est l'expérience, notamment si vous êtes spectateur, où là, il y a une expérience individuelle du sport, vous êtes supporter par exemple d'une équipe, là, vous voulez optimiser le plaisir, les souvenirs, les sorties avec des copains. Et là, on est plutôt, si vous voulez, dans les sensations. Donc, il y a ces deux logiques-là qui travaillent, l'expérience et la performance. Et c'est pour ça qu'on a parlé lors de cet échange de ce soir, finalement, de sport, spectacle et de médias. Et vous allez voir où je veux en venir, finalement. Mais retenez qu'on essaye finalement, dans ce fantasme, de tout mettre en équation, des données physiologiques, physiques, mais même psychologiques, émotionnelles autour du sport, puisque le sport, c'est aussi beaucoup d'émotions partagées à plusieurs, mettre tout ça en équation pour trouver la formule mathématique finalement qui va nous permettre d'arriver à la perfection. Est-ce qu'il y a elle est où la limite finalement au corps humain dans le sport? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'améliorer? C'est une espèce de quête dans laquelle tout le monde est engagé. Le sportif amateur, à travers ces objets portables, ces fameux wearables ou hearables dans les oreilles, il va vouloir se comparer à une base. Vous allez voir que le fait de faire du sport connecté, c'est aussi un bon moyen en période de Covid de continuer à faire du sport, tout en conservant certaines sensations intéressantes d'émulation collective. Et puis, récupérer des conseils pratiques pour s'améliorer. Donc ça, c'est un business model un peu particulier de hardware as a service, c'est-à-dire que j'achète un objet pour avoir un service particulier. Les coachs professionnels, eux, vont utiliser des techniques beaucoup plus importantes pour mesurer, conseiller, coacher, voire même arbitrer et prévenir les blessures des professionnels. Et le supporter, lui, ce qu'il veut, c'est vivre intensément sa passion, transcender l'expérience un peu classique de je regarde un match de foot à la télévision. Comment je peux aller au-delà de ça? Ce que je vous propose, c'est de voir finalement des exemples concrets, puisque ça peut paraître être de la science-fiction. Non, on est déjà dans les faits aujourd'hui. Donc, parlons de la première cible, les sportifs amateurs. Concrètement, aujourd'hui, comme je vous le disais, tous les sports sont connectés. Que ce soit même l'escalade, vous avez des parcours d'escalade connectés, même l'équitation, où on va positionner sur les chevaux des capteurs pour mesurer leur rythme cardiaque et justement prévenir des blessures. Les ballons de foot sont connectés avec des capteurs, etc. Donc, soit le capteur, je le porte sur moi, soit je le porte sur mon matériel. Et il y a notamment une société qui est assez connue, qui s'appelle PIC en France, qui propose de connecter tout un tas de sports. Je vous propose de voir quelle est leur vision en vidéo. Avec C'est plaisir. un petit capteur que l'on met sur soi, à chaque fois à l'endroit où l'action a lieu. Donc au tennis, on le met au niveau du poignet, on mesure la vitesse de service, on mesure le nombre de coups droits, de revers. Les données sont envoyées par Bluetooth vers une application mobile. L'utilisateur y compare ses performances dans le temps. Chaque jour, il peut également entrer en compétition avec d'autres membres de sa communauté. Est-ce qu'il est dans le top 10? S'il n'est pas dans le top 10 et qu'il est peut-être par exemple 43e, il est le seul à savoir qu'il est le 43e, mais au moins il a participé au concours.
Partenaires de grands équipementiers sportifs, Peak leur communique ces données pour mieux développer leurs produits. Ils avaient des retours, bien sûr, qualitatifs en faisant tester à quelques personnes. Mais là, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc, en fait, ce sont des données qui sont extrêmement intéressantes pour eux et qui leur permettent de régler le produit. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, cette logique de comparaison et l'extrême polyvalence de cet objet qui peut finalement venir se placer sur n'importe quel type d'objet. Quand on commence à... Ouais. Ça veut dire, Benoît, aujourd'hui, même pour les sportifs amateurs, on arrive quand même à avoir de la technologie, ce bijou de technologie qu'on a vu en présentation, qui peut s'adapter à n'importe quel sport et réussir à avoir de la donnée pertinente, justement, pour chaque sport différent, même à un niveau amateur. Oui, bien sûr. Ça devient pertinent à partir du moment où vous avez une logique communautaire derrière l'objet, puisque, comme je vous le disais, l'intérêt, c'est aussi de se comparer à une norme. Donc, récupérer vos données brutes dans l'absolu, c'est intéressant. Voir que vous vous êtes amélioré sur le même parcours, que vous avez mis moins de temps que la dernière fois, c'est intéressant. Mais dans votre quête de l'optimal, il faut que vous sachiez comment vous êtes positionné. Et vu que tous les sports, finalement, sont sur des logiques de dépenses d'énergie, de performance cardiaque, oui, on peut avec cet objet-là, connecter n'importe quel type de sport. Vous voyez un exemple, là, par exemple, dans les salles de sport, quand vous allez dans une salle de fitness, on peut vous proposer un bracelet Technogym qui vous permet non seulement de vous identifier quand vous arrivez à l'accueil, d'ouvrir votre casier, de commander des boissons énergétiques aux distributeurs dans la salle, mais quand vous avez un coach qui fait une séance de rowing collectif, chaque personne étant connectée à un dispositif de l'entraîneur, il est capable de créer cette émulation. Vous voyez à quelle position vous êtes, et vous allez voir que justement aux États-Unis, avec la pandémie, ce mouvement s'est véritablement accéléré. Regardons au-delà du sport amateur, au niveau du sport professionnel. Un entraîneur de rugby ou de football, par exemple, aujourd'hui est obligé de travailler avec ce type de technologie. Regardez à quoi ça ressemble. Alors, hop, je sors du boîtier. Donc, c'est une brassière qu'on porte sur nous avec à l'intérieur une petite poche et on a le GPS dedans. Ce petit boîtier, les joueurs du Racing 92 ne s'en séparent jamais. À l'entraînement comme en match, les GPS dissimulés dans les maillots analysent le moindre mouvement. Au Racing, ces mouchards ont été adoptés par les joueurs. J'aime bien que les préparateurs physiques nous envoient toutes ces données pour voir s'il y a eu des rythmes dans ce match, pour voir si le match a été plus ou moins intense. Ça nous permet de connaître le volume de distance qu'on a parcouru, la vitesse à laquelle on a parcouru, le nombre de sprints qu'on a réalisé, le nombre d'impacts qu'on a fait. Voilà, c'est vraiment très complet. Accélération, distance parcourue, choc, l'activité de chaque joueur est enregistrée grâce à des capteurs qui envoient en temps réel les informations sur l'ordinateur. Donc on voit en direct l'évolution du déplacement, on voit bien donc que les chiffres évoluent. Préparateurs physiques et entraîneurs décryptent ensuite des centaines de données, divers paramètres qui visent à améliorer les performances des joueurs ou encore à ajuster les séances d'entraînement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec votre entraîneur, il a sa méthode, la donnée elle ment pas. C'est-à-dire que c'est votre donnée à vous. Vous pouvez la comparer à celle de vos partenaires, mais aussi dans des stratégies de jeu, par exemple, pour analyser comment fonctionnent d'autres équipes sur des sports co. C'est hyper intéressant pour un entraîneur pour pouvoir décortiquer précisément la stratégie au-delà du feeling. Et si on regarde un peu la frontière, si vous voulez, entre le sport amateur et le sport collectif, il y a la salle de sport dont je vous parlais tout à l'heure, puisque c'est à la fois moi tout seul qui m'entraîne, mais aussi quand je fais un cours collectif par exemple, voir comment je m'entraîne par rapport aux autres. Manque de chance avec la Covid, on ne peut plus aller dans les salles de sport. Donc en fait, ce qui s'est passé avec la technologie, c'est qu'on a accéléré sur toutes les logiques de sans contact. Je vous propose de découvrir comment les salles de sport peuvent devenir connectées et comment la salle de sport, finalement, avec la Covid, s'est exportée au domicile des individus. Alors, on va voir une petite vidéo où déjà, vous voyez, par exemple, comme je le disais, j'arrive au club, soit j'ai un objet, soit j'ai mon smartphone qui permet de m'identifier. Donc le check-in est fait, j'ai mon programme personnalisé, je sais exactement comment je me suis entraîné la dernière fois. Je tape mon smartphone sur la machine qui me reconnaît, qui va adapter la résistance. Et mon smartphone est capable de compter, par exemple, le nombre de répétitions avec certaines charges données.
Tout le programme est dans le téléphone. États-Unis. They have been the hottest pandemic purchases. Home fitness equipment, bikes, treadmills, rowing machines. There are thousands of you here today. Let's make the most of it. So many bought Peloton stationary bikes. People are waiting months to get theirs delivered. All of these things come with these big screens. What do you make of that? I think it really engages the mind a little bit more and makes the workout go by a little quicker, and also just, again, provides some motivation. Okay, Peloton, let's go. That is what makes Peloton different. The live classes. You can compete with others if you want. On Facebook, Bridget said she loves the instructors, the community, and the variety. Kelly said she loves her scenic rides. You're really interacting with your workout, and you're seeing, you might be seeing your heart rate, you might be seeing your data, you might be seeing a course that you're theoretically running or biking with changes in topography. And that's why. I really do that? There are connected punching bags like Fight Camp Boxing for $12.19. Donc vous voyez, ça peut s'adapter à tout un tas de types de sports. On oublie la salle de sport où il y a trop de monde. On est chez soi. On a un programme personnalisé. Hey guys, it's your coach Melissa here, and I will be taking you through a full body workout. That body. It's time for a smarter home gym with 3D sensors that count every rep. Your form, tracked and analyzed. I'm noticing that some of you guys are letting those elbows go all over the place. Lock those elbows in. By trainers that can see when you make a mistake and help you fix it. Bon, voilà, je passe rapidement sur cette vidéo, mais vous avez compris que ça peut fonctionner à peu près sur n'importe quel type de sport qu'on fait en salle habituellement. Et vous avez vu, ce qui est très intéressant aussi, c'est que malgré le prix, parce que ça coûte quand même 1 500 à 2 000 $, ce type de dispositif connecté est quasiment en rupture de stock partout aux États-Unis. Peloton est un véritable succès, mais vous avez un abonnement mensuel. Donc dans le business model du sport, c'est intéressant aussi, parce que ce n'est pas simplement l'achat de l'objet, c'est le fait que le sportif va devoir mensuellement payer pour pouvoir s'améliorer au fil du temps. Dernière chose que je voulais donc voir avec vous, c'est sur l'expérience en tant que fan ou supporter. Aujourd'hui, on se dit, il y a quand même une vraie différence entre aller vivre l'événement le jour J sur le stade et le vivre chez soi, derrière son téléviseur. Il y a énormément de technologies aujourd'hui qui nous permettent d'améliorer cette expérience, pour nous immerger finalement chez nous, comme si nous étions dans le stade. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on essayait de répliquer avec Peloton, par exemple. Des caméras 360, regardez ce qui est fait sur Roland-Garros chaque année, qui est un formidable laboratoire pour France Télévisions, des téléviseurs qui sont de plus en plus 4K, 8K, ultra haute définition dans la finesse de l'image, et quand on suit un match de foot, on sait à quel point c'est important. Les ventes de téléviseurs ont explosé avec la pandémie, et vous avez l'Euro, les Jeux Olympiques qui arrivent avec des gens qui vont encore s'équiper sur ce type de dispositif. Et il y a un exemple pour moi qui est vraiment intéressant à suivre, c'est le Sports Innovation Lab d'Intel. Intel, vous savez, ce sont des microprocesseurs qui sont capables de processer des milliards de données. Ils ont créé ce département dédié au sport pour réfléchir finalement au futur du sport. Je vous propose de voir une petite vidéo toute simple sur une technologie qu'ils ont proposée qui amplifie véritablement le vécu. Vous avez vu une super action de sport américain à la NFL et vous avez envie de voir le replay, mais à votre manière, comme si vous étiez dans les yeux du joueur. Regardez à quoi ça peut ressembler quand on est capable de faire ce qu'on appelle de la vidéo volumétrique. Hop là. Ugly to throw it on the money. Touchdown for Devontae Adams. Play action. End zone. Touchdown Fitzgerald. 3D is really the freedom to go anywhere on the field that you want as a fan. It's amazing. That's really cool. That's really cool technology. It improves the viewer experience, whether you're sitting in the stadium or sitting at home. Finds an opening, and there goes Gordon down the sideline. That's awesome. The catch, like right off the ground, that's better than being in my seats. And a one-handed catch. What a grab. For the NFL, it's always about bringing the fans closer to the game. With Intel's technology, I think there's a great opportunity to show fans a different perspective. Intel 3D footage is truly the most unique way to watch a game. It's never been done before on a football field, and you can't really replicate it without this technology. Newton, can he get there? Touchdown.
3D's been unbelievable for our fans. There's pylon cameras now, right? There's the overhead camera now. But what 3D's allowed us to do is provide a replay angle that they never would have been able to see. Intel's brought a whole lot of power to this technology. We're taking 38 different cameras that are installed in a stadium, processing terabytes of data every single minute through 38 different servers. When we film the game with volumetric video, instead of a 2-dimensional pixel, we carry 3-dimensional voxels. A voxel is a 3D pixel. When you look at a voxel, you're measuring height, width, depth, and weight. By seeing things within voxels, now we can map everything that's happened on any given field or court. Pour résumer comment ça marche, en fait, c'est un peu quand le jeu vidéo rencontre le sport en live via une application. Vous avez la possibilité de choisir le replay que vous voulez à travers les yeux du joueur qui vous intéresse. Et avec cette application sur mobile, vous allez être capable de voir exactement avec un stop motion en 3 dimensions ce qui s'est passé en termes d'action sur le match. Mais c'est 1 terabit de données pour 30 secondes de match, donc vous imaginez pourquoi Intel est derrière. Donc en fait, chez Intel, ils vous disent qu'il y a 5 grandes tendances à suivre pour le sport de demain. Il y a la manière dont on va pouvoir connecter tous les sports. Il y a des sujets autour de l'analyse de la donnée. Il y a des sujets autour du jour du match, comment on va être capable d'amplifier ça. Des logiques autour de la croissance du sport, mais notamment aussi du e-sport, qui est un phénomène vraiment intéressant, et qui a explosé aussi avec le confinement, et toutes ces logiques de réalité augmentée ou virtuelle qui vont permettre aux individus finalement de s'immerger. Ça soulève énormément de questions. Alors, il nous faudrait 3 heures de conférence pour pouvoir toutes les aborder, mais des questions par exemple autour de la propriété de la donnée personnelle des athlètes. Comment est-ce qu'on est capable d'améliorer le sport? Comment est-ce qu'on doit faire évoluer les stades du futur? Vous avez là quelques questions, chacune donnant lieu à une conférence de 2 heures que vous allez potentiellement pouvoir retrouver sur Internet. Donc en fait, l'idée c'est de créer le média sportif augmenté de demain. L'intérêt c'est qu'on va pouvoir toucher des audiences beaucoup plus larges, puisque en permettant aux gens de se connecter via Internet à ces dispositifs expérientiels, on va pouvoir toucher beaucoup plus de monde que dans un stade fermé. Et donc pour conclure et pour échanger ensuite avec vous, je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Comme je vous disais, finalement, l'Internet des objets, on y va à fond sur la planète parce que pour nous, c'est un fantasme de l'optimisation, de la perfection, cette quête de la perfection à travers la compréhension d'un phénomène. Ça marche dans le sport, ça marche dans n'importe quoi. C'est quoi l'étape d'après ? Aujourd'hui, on se positionne sur la peau à un capteur. Est-ce que finalement, le futur, c'est pas d'aller même encore plus loin? Est-ce que finalement, quand vous regardez les handisports, un athlète handicapé, en situation de handicap qui dispose de prothèses, vous avez vu probablement que certains athlètes équipés de ces prothèses sont même capables d'aller plus rapidement que des valides. À partir du moment où on conçoit ça, on en arrive à se dire, c'est un peu comme du dopage technologique finalement, se dire je veux transcender la limite du corps humain en intégrant de la technologie dans mon corps. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des consommateurs américains qui nous disent qu'ils sont prêts à insérer une puce dans leur cerveau pour allonger leur espérance de vie. Et là, on arrive sur vraiment des sujets d'éthique, des sujets au final, qu'est-ce que c'est le sport? Est-ce qu'on ne va pas arriver à une nouvelle définition du sport, ou est-ce qu'on va devoir séparer un sport avec technologie et sans données? Et donc là, on arrive sur des débats qui pourraient, comme vous avez dit, ça prendre 2 heures. Non, mais c'est intéressant. Alors le problème, effectivement, qui fait que c'est long, c'est que aujourd'hui, que vous preniez une société qui travaille dans le sport, une société qui s'appelle Danone, qui réfléchit pareil à l'optimisation de l'alimentation pour améliorer la santé des gens, eh bien, toutes ces grosses sociétés aujourd'hui, en particulier en France avec la loi Pacte, sont obligées de réfléchir à leur mission. À quoi je sers en tant qu'entreprise, en tant que marque. Et ces sociétés aujourd'hui invitent au board des philosophes. Auparavant, je disais, qu'est-ce qu'un philosophe a à faire dans le monde de l'entreprise? Oui, parce qu'on a des sujets d'éthique. Et donc, la dernière slide que je voulais vous montrer avant de partir dans cette open discussion, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets, je vous invite à regarder 3 types de contenus.
qui sont intéressants. Il y a un film avec Johnny Depp qui s'appelle Transcendance. Bon, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais l'idée est intéressante de se dire si on arrive à mettre de la conscience dans la machine, si on est capable de se télécharger sur Internet, est-ce qu'on est capable d'améliorer le monde? Je vous laisse imaginer la fin du film. Une série anglaise qui s'appelle Years and Years, qui est hyper intéressante, qui voit finalement année après année, à travers la vie d'une famille, comment les technologies peuvent bouleverser leur quotidien. Pas que dans le sport, dans la politique, etc. Et Repo Man, qui est un film avec Jude Law et Forest Whitaker, qui envisage un monde du futur où finalement, on ne va pas rentrer dans cette logique de performance sportive, on part dans une logique purement santé, en disant, imaginez par exemple, Hugo, que votre cœur soit défaillant et qu'on vous dise, on peut remplacer votre cœur par un cœur technologique connecté. Ça va coûter extrêmement cher, mais finalement, vous y allez pour des raisons de santé. Sauf que ce cœur, puisque c'est un cœur technologique, peut-être qu'il va même être plus efficace qu'un cœur normal et vous permettre d'atteindre des performances sportives absolument incroyables. Donc, c'est un homme bionique, en fait. Là, pareil, ce film est assez terrorisant. C'est un peu comme du Black Mirror, mais Years and Years est un petit peu plus subtil quelque part que du Black Mirror. Mais vous voyez, effectivement, vous avez raison, ça appelle à des sujets d'éthique de ce que doit être le sport. Et d'ailleurs, chez Dentsu, on travaille pour l'Association française de lutte contre le dopage. Ce n'est pas qu'à travers les technologies, hein. Quand on travaille pour la FLD, on s'intéresse à des logiques de génome, comment est-ce qu'on pourrait, c'est du dopage, hein, modifier finalement le génome d'un individu pour qu'il soit plus performant sur le terrain. Enfin, voilà, c'est assez. Ça peut vite prendre des proportions qui valent autant pour le génome que justement pour du dopage technologique, en fait, qu'on pourrait appeler comme ça. Bah, le meilleur exemple, c'est dans la natation où on a interdit les combinaisons en polypropylène parce qu'elles étaient tellement efficaces qu'au bout d'un moment, on s'est dit, on ne sait plus si on mesure la performance du sportif ou la performance d'un dispositif technologique. Mais c'est un très très bon exemple, effectivement, pour se dire, bon, bah, faire du saut à la perche, on peut travailler les fibres de carbone, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi être capable de s'arrêter. Donc, du coup, est-ce que aujourd'hui, en fait, la technologie et tout ce qu'on développe pour respecter en termes d'éthique, après, c'est pas à nous d'en juger, mais la technologie doit d'abord être en support de l'homme et de la performance sportive, ou justement pour, comme vous l'avez dit avant, cette quête du geste parfait, de la performance impeccable doit être faire partie de la performance dans sa globalité. C'est un peu ça l'enjeu. C'est une question essentielle que vous posez là, mais si j'avais la réponse à cette question, je pense que je ne serais pas là devant vous ce soir. Est-ce que Zuckerberg, quand il a créé Facebook, imaginait ce que les gens allaient pouvoir en faire? Le problème, si vous voulez, derrière la technologie, et c'est ce que nous a rappelé au CES de cette année le président de Microsoft, en fait, la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise d'un point de vue éthique. Oui. Une pelle, ça vous permet de creuser un trou dans le jardin, d'accord? Si vous avez envie de tuer quelqu'un à coups de pelle, vous pouvez le faire également. L'outil, il est fait pour quelque chose, vous pouvez très bien le détourner et décider d'en faire autre chose. Voilà, sauf que c'est interdit de tuer quelqu'un à coups de pelle. Qu'est-ce qu'on peut interdire dans la technologie si à un moment on ne légifère pas sur le sujet? Mais qui peut légiférer sur ces sujets? Les États? Est-ce que c'est le rôle d'Emmanuel Macron de dire il est interdit d'un point de vue technologique de faire ci, faire ça? Vous avez finalement au niveau mondial, c'est très intéressant à regarder par rapport justement au sport et par rapport aux logiques olympiques, des grosses différences culturelles dans l'appréhension de ces sujets. Un Chinois ne va pas réagir du tout de la même manière qu'un Européen face à ce sujet. Un Chinois, il trouve ça normal de partager ses données personnelles à partir du moment où il y a un échange gagnant-gagnant. Les Européens veulent protéger la donnée personnelle des individus à tout prix. Les Américains sont un peu entre les deux.
Donc voilà, faut réfléchir finalement à ces sujets. Dans un travail prospectif qu'on a fait chez Dentsu, on pense que dans la prochaine décennie, il sera nécessaire de créer un comité d'éthique mondial pour légiférer sur ces sujets. Super. Alors, Hugo, on a quelques questions dans le chat, ça commence à arriver. Donc la première, ça rejoint ce que tu étais en train de dire, Benoît, c'est en fait, il y a différentes cultures. Hein. On sait que les Chinois sont très open, on va dire, sur la donnée, contrairement aux Européens. Et du coup, comment on pourrait niveler en fait ce rapport expérience connectée et puis respect en fait de la vie privée du sportif à plus grande échelle pour un peu tout le monde? Alors, là encore, c'est pas spécifique au sport, c'est spécifique à l'objet connecté en tant que tel et aux lois qui régissent la protection des données personnelles. Je pourrais vous faire la même conclusion sur un objet sportif que sur une balance connectée qui mesure votre poids tous les jours. En fait, ce qui est très important en Europe avec le RGPD, c'est qu'il est déjà strictement interdit d'exploiter des données nominatives. Donc, sur le sport, elles le sont par définition. Vous avez un contrat, vous avez acheté un objet, vous êtes inscrit dans l'application, vous avez créé un profil, il y a au moins une adresse mail, il y a quelque chose. Donc, ce sont des données personnelles. Il est interdit de partager ces données personnelles sans que vous ayez donné votre consentement avec une destination précise de l'exploitation de la donnée. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Donc, sur une balance connectée, une fourchette connectée, peu importe, l'utilisateur du truc, un vendeur WeThings de balance connectée n'a pas le droit de vendre à Comme J'aime des données de poids pour aller vous vendre des programmes d'amincissement quelconque. Dans le sport, il y a quelque chose d'encore un petit peu plus particulier et qui là pour le coup est universel au-delà de ces logiques de consentement qui peuvent être plus ou moins faciles en fonction des pays. C'est que c'est une donnée physiologique, c'est une donnée de santé. Il est interdit de faire un commerce de données de santé, c'est totalement illégal. Comme vous n'avez pas le droit aujourd'hui de vendre vos organes par exemple, c'est totalement interdit. Vous n'avez pas le droit de faire du commerce de ces données de santé, sauf à un moment à les agglomérer à travers une logique de droit légitime pour sortir des bases de données qui vont permettre aux gens de se comparer, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais du coup, le RGPD, c'est quelque chose d'européen. Le fait de ne pas vendre ses organes, c'est justement une éthique mondiale, même si on le voit dans les films de science-fiction à se dire il y a toujours un peu un marché noir. Le marché se régule finalement au fil du temps. Et ce qu'on voit, c'est que bien souvent, si ce qui se passe en Chine nous fait peur, c'est juste une question de temps dans les usages pour que ça arrive. Quand vous voyez finalement des athlètes aux Jeux Olympiques qui sont capables de décrocher des prix, et vous voyez, pareil, les méthodes d'entraînement en Chine n'ont rien à voir avec les méthodes d'entraînement en Europe. On prend les gamins très très jeunes avec des entraînements extrêmement intensifs. Donc voilà, ça s'autorégule aussi, j'ai envie de dire, sur les deux choses. Et Benoît, là, donc c'était hyper intéressant sur tout l'aspect données. Là, on a deux questions dans le chat qui se ressemblent pas mal, donc de Walex Leb et de Romain 2803 qui nous parlent en fait de toute cette notion de budget. Est-ce que les objets connectés et puis tous les enjeux autour va peut-être augmenter encore plus l'écart entre les petits clubs qui n'ont pas forcément de budget et les grosses entreprises qui ont le budget pour développer toutes ces performances? Je prends l'exemple ici de peut-être la vidéo sur le rugby, tous ces outils en fait pour améliorer la performance sportive. Est-ce que ça ne va pas du coup augmenter en fait l'écart entre les clubs? Alors c'est une bonne question, mais là encore j'ai envie de vous dire malheureusement c'est une tendance mondiale qui va au-delà du sport avec des gros qui sont de plus en plus gros et des petits qui essayent de faire comme ils peuvent. Là encore, on a des tendances que vous avez en Chine, par exemple, une application comme WeChat qui fait absolument tout. Les Chinois ont envie de confier leur vie à une entreprise, d'hyper consolider tout un tas de choses. C'est en train de se passer dans beaucoup de secteurs. Le prix, pour moi, est pas le frein principal.
J'ai passé une slide peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure, mais sur la démocratisation des bracelets connectés. En fait, les prix ont énormément chuté, et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de Français qui s'équipent. Aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir un bracelet connecté, un fitness tracker pour quelques dizaines d'euros, alors qu'il y a quelques années, on va dire le prix moyen d'un objet connecté, c'est à peu près 150 euros. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est surtout la philosophie de l'entraîneur. Quelqu'un qui n'a jamais été éduqué à ça, qui ne comprend pas forcément le bénéfice de la technologie, qui se dit, moi j'ai un entraîneur qui a 45 ans, 50 ans, qui se dit, moi j'ai toujours fait comme ça, ne verra pas du tout l'intérêt d'intégrer de la technologie dans ses logiques de coaching. Et c'est bien ça le problème de mon boulot, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose quand je vais voir le patron de n'importe quelle entreprise qui me dit « Mais Benoît, vous êtes gentil, moi ça fait 30 ans que je fais les choses comme ça et que ça marche super bien, pourquoi est-ce que vous voulez que je change les choses ?» Et c'est bien ça le problème aujourd'hui dans les technologies, c'est qu'il faut faire prendre conscience finalement que si le Chinois gagne sur le terrain, c'est pas en enfreignant les règles, c'est pas illégal aujourd'hui, et c'est pas forcément une question de prix, c'est juste une question de méthode. Il y a des méthodes aujourd'hui qui font que certains se distinguent, certains sont des pionniers, et la technologie aujourd'hui explique beaucoup de succès. Donc il faut éduquer ces petits clubs sur l'intérêt de la technologie. Mais vu que ça marche par une logique consommateur, puisqu'il y a de plus en plus d'individus qui, à titre personnel, achètent des objets connectés, eh ben, ils ramènent aussi ces objets connectés dans leur club. Et du coup, petit à petit, ça monte. Donc finalement, les grands tirent aussi les petits. Et aujourd'hui, vraiment, le prix est de moins en moins un frein sur l'Internet des objets. Une démocratisation, en fait, qui vient petit à petit avec le temps. Mais c'est ce que je vous disais, en fait. C'était l'exemple que je vous donnais avec l'ordinateur qui fait Wi-Fi ou pas. Un petit club de région aujourd'hui, si on lui dit bonjour, je vous vends des ballons de foot connectés, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, ça ne me sert à rien. Il faut démontrer, il faut expliquer à quoi ça sert, comment ça marche, et dans ce cas-là, c'est la révélation pour les personnes qui rentrent sur ces logiques-là. Et c'est tant mieux pour des sociétés comme moi, comme chez Dentsu, parce qu'on a énormément de formations à faire pour essayer de convaincre les gens de l'intérêt de ces logiques. Mais les gens ont peur, en particulier en France, culturellement. On est l'un des pays au monde qui a le plus peur de ces nouvelles technologies, mais comme on a peur de tout, on avait peur de se faire vacciner sur la Covid et maintenant on dit qu'on est en retard, on avait peur sur les cartes de paiement sans contact de se faire voler son argent dans la rue, donc les Français étaient en retard sur le paiement sans contact, alors que ça a explosé pareil avec la Covid, parce que ça évite d'avoir à toucher des trucs. Bon. Et du coup, on essaye, nous les Français, de rattraper. Donc ce qui caractérise un peu la France, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est très méfiant au départ par rapport aux choses, mais on analyse quand même assez vite les choses et on est plus rapide à intégrer les choses dans nos process après derrière une fois qu'on est convaincu. Ok. On a une question qui là va plus dans la sphère supporter qu'on a vu tout à l'heure, de Jérém DHS qui nous dit bonjour, merci pour cette présentation déjà. Donc, merci encore. Le spectacle sportif, notamment dans le football, est de plus en plus américanisé, dans le sens venant même à confondre les concepts de supporters avec ceux de fans. Le développement de technologies dans le spectacle sportif ne va-t-il pas à l'encontre de l'idéologie des supporters qui animent nos stades ? Alors là, je suis pas sûr d'être qualifié pour pouvoir répondre à cette question. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus la logique, si vous voulez, budgétaire derrière le média autour du sport. On l'a vu avec la fermeture des stades, le fait qu'on puisse plus aller voir de matchs, etc. Il y a un moment, les clubs nous ont dit, mais on va juste tous mourir, quoi, parce qu'il y a une économie du sport qui fonctionne autour des médias. Si je ne suis plus capable de diffuser à la télévision des matchs avec des marques qui sont sponsors des joueurs, comment je fais tourner la machine ?
moi, ce qui m'intéresse finalement aujourd'hui, c'est de me dire, et notamment même sur le sport, sur les clubs plus petits, qu'il y a un business model intéressant à trouver si on est capable de démocratiser cette logique plus expérientielle autour du sport. Donc, le fait de pouvoir démocratiser une sensation plus forte, mais à domicile, un peu comme des gens qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux pour recréer une communauté en même temps qu'ils sont en train de regarder un match pour pouvoir le vivre ensemble. Avant, on le faisait en live avec les chips, une bière pour être caricatural. Avec le Covid, on est reparti sur les réseaux sociaux pour le faire. Demain, finalement, on trouvera peut-être un intérêt plus intéressant à vivre collectivement avec nos potes une expérience en étant connectés voire même avec nos sportifs. Dans la logique du fan, il y a beaucoup de sportifs qui essayent aussi de voir comment ils peuvent se rapprocher de leur base, pouvoir échanger avec eux. Et finalement, ces technologies sont aussi un moyen pour eux d'inventer une nouvelle économie du fan. Là, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais je ne sais pas si vous avez suivi les logiques de sportifs qui se blockchainisaient, par exemple, qui vendaient leur token autour d'une nouvelle économie du fan de sport. C'est aussi un peu ça, c'est finalement une logique de réseau social autour du sport. Il y a énormément de choses à inventer autour d'une logique sociale connectée autour du sport. Il y a d'ailleurs, je ne vais pas trop en parler, mais des projets en France autour de ce sujet-là, sur une logique sport national, gros club, petit club, autour d'une logique vraiment réseau social à la Facebook, pour que tout le monde puisse progresser. Donc non, je pense que l'appareil, la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise, bon, pas bon. Ça, c'est un débat éthique. Et je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Je suis juste en train de voir qu'il y a une économie du sport qui peut être bouleversée par ces logiques-là et que c'est potentiellement intéressant. Et que cette économie, notamment dans les stades, on va peut-être voir avec l'arrivée justement de la 5G, permettre une toute nouvelle expérience connectée tout en étant dans les stades. Et c'est un peu ça, en fait, ce qui nous attend dans la prochaine expérience fan, en fait, l'expérience fan de demain. Très, très juste. C'est un peu ce que j'essayais de vous faire passer avec les lunettes, en vous disant les lunettes connectées, c'est the next big thing, en fait. C'est exactement comme quand vous allez acheter un produit au supermarché. Il vous est tous arrivé de sortir votre smartphone pour aller chercher de l'information sur un produit que vous aviez physiquement entre les mains, pour comparer son prix avec d'autres, voir s'il n'était pas moins cher dans un autre magasin, voir les reviews des utilisateurs, est-ce que c'est un bon produit ou pas. Donc il ne faut pas opposer le virtuel et le physique. Les deux sont finalement complètement intégrés. Et d'ailleurs, dans la petite vidéo qu'on voyait de la NFL aux États-Unis, l'application qui est proposée par Intel, alors elle n'est pas qu'aux États-Unis, hein, vous l'avez aussi à Manchester City, ça s'appelle Immersive Highlights. Vous avez toute l'ambiance du stade, mais vous allez aussi utiliser votre smartphone pour pouvoir amplifier finalement votre expérience. Donc en fait, où je me trouve, c'est sûr qu'il y a une question d'ambiance hein, quand vous êtes au stade, on espère tous très vite pouvoir revivre ça prochainement, mais il va falloir amplifier aussi cette expérience du stade par de la technologie, à travers des lunettes, à travers du smartphone, et dans les 5 champs de recherche d'Intel que je partageais avec vous, ça fait partie des sujets de recherche pour le sport de demain. Et Benoît, je me permets de te couper, mais je vois que le temps presse, hein, parce qu'on est obligé de finir à 20h, je suis désolé. Il y a une question de Tanguy Cartou, donc qui te remercie également pour ta présentation et qui en fait a une remarque sur un peu la différence en fait entre ce qu'on a dit, les coachs qui ont peut-être une vision un peu plus traditionnelle de l'entraînement et l'entrée donc de tous ces objets connectés. Et en fait, il demande si tu as des exemples de formation en fait au coaching connecté, si tu connais par exemple des exemples de formation. Peut-être c'est pour justement Tanguy qui est coach et qui a besoin d'informations. Un business à créer, ouais. Un business de formation et d'accompagnement sur des milliers de clubs et d'entraîneurs en France. Bon, très honnêtement, moi perso, non, parce que je suis plus sur la partie
technologique que sur la partie sport. On a chez Dentsu tout un tas d'autres spécialistes qui, pour le coup, travaillent sur les logiques du sport. Quand Paris réfléchit aux Jeux Olympiques, par exemple, eh bien, ils viennent nous interroger pour nous dire comment est-ce qu'on pourrait imaginer les choses. Donc voilà, je pense que ça existe, mais je vais pas. Honnêtement, je sais pas. Il faudra aller chercher ou que je pose la question aux spécialistes sport chez nous. En tout cas, moi perso, je n'en connais pas. Sachant que, pour répondre aussi à Tanguy, dans la sphère du haut niveau, le coach est suppléé aujourd'hui par des vrais data analystes à plein temps, comme on a pu voir justement dans la vidéo avec le Racing 92, où là c'est vraiment, maintenant c'est un métier à part entière dans le sport, parce qu'avec les différentes étapes qu'on a vues au tout début, l'important c'est d'analyser les données pour ensuite les traduire et justement en faire quelque chose qui est lié à la philosophie du coach. Donc certes à un plus bas niveau où justement un coach a encore plus, a moins de personnel entre guillemets et d'assistants pour justement avoir un data analyst à part entière. Là, ça sera intéressant d'avoir des formations ou au moins des sensibilisations à cet aspect-là. Mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, au haut niveau, il y a des vrais data scientists et analystes qui travaillent à plein temps pour ces clubs-là. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui pourtant est essentiel, mais comme je vous disais, il nous faudrait 3-4 heures, c'est l'intelligence artificielle. C'est à quel point justement je vais être capable de décortiquer la performance du gagnant. Et il y a un moment, j'ai trop de paramètres pour qu'en tant que spécialiste, je sois capable d'expliquer la performance. C'est valable également sur des ventes de produits, ça va dépendre de la météo, du prix, de ce que fait la concurrence. Vous avez des milliers de variables qui travaillent en combinatoire pour expliquer un phénomène. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans le sport comme dans d'autres logiques, est un outil intéressant pour être capable de voir qu'est-ce qu'il faudrait changer spécifiquement pour réussir à réaméliorer un truc global. Et dans la démocratisation de ces technologies, par rapport à une personne humaine qu'on doit payer, ça coûte cher du temps humain, une intelligence artificielle est aussi plus accessible. Un logiciel d'IA sportif tout intégré permettrait finalement à n'importe qui de connecter sa performance et d'avoir des conseils personnalisés. Écoute Benoît, je vois qu'il est 19h58, donc malheureusement ça va être l'heure de nous quitter. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ce soir. Je pense que très intéressant, ouais. Beaucoup d'étudiants là, je pense, ont une vision un peu plus précise de tout cet univers en fait qui gravite autour des objets connectés. N'hésitez pas pour toutes les autres questions. Si vous avez envie de poursuivre la discussion, vous pouvez me trouver partout sur Twitter, sur LinkedIn, et je serai ravi de continuer la discussion avec vous. Parce que, en effet, il faudrait bien 3-4 heures pour expliquer tous ces sujets-là. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir. Merci à vous surtout. Merci à vous qui nous avez regardé et posé des questions dans le chat. Et on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr contacter Benoît, comme il l'a dit, sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.